Le concept de bonheur est fascinant. Ton bonheur sera forcément différent du mien, qui sera lui-même certainement différent du sien. Le bonheur semble constamment se mouvoir à mesure qu'on cherche à le vouloir. Et lorsqu'on croit l'effleurer du bout des doigts, il se dissipe et se pourvoit. Celui qui vit dans l'illusion d'un bonheur futur se condamne à une morosité de l'existence du présent. La recherche du bonheur a toujours été centrale dans ma vie, probablement comme dans la tienne et comme dans celle de tout être humain. Que l'on souhaite l'abondance financière, coloniser Mars ou devenir moine dans un temple bouddhiste, la raison intrinsèque reste le bonheur que ces événements vont nous procurer. On a tous une intuition de ce qu'est le bonheur, mais sait-on véritablement ce qu'il en est ? Pour m'en rapprocher, j'ai voulu découvrir ce qu'il se cachait derrière le concept du bonheur, s'il était réellement possible de l'atteindre et de quelle manière. Ces questionnements, les humains se les posent depuis la nuit des temps. Si je voulais me lancer dans la quête du bonheur, il me semblait inévitable d'analyser les pensées des philosophes sur le sujet, ceux-là même qui l'ont étudié pendant près d'une vie entière. Avant de savoir comment atteindre le bonheur, il faut déjà commencer par le définir. Qu'est-ce que le bonheur ? On aurait tendance à définir le bonheur comme un ensemble d'objectifs à atteindre pour y accéder, mais ce ne serait que flotter naïvement à sa surface. Lorsqu'on s'immerge plus profondément, chacun paraît à peu près d'accord pour dire que le bonheur est un état de bien-être, un état de satisfaction stable et durable. Il se différencie du plaisir qui lui n'est qu'un état de satisfaction immédiat et éphémère. Mais alors comment atteindre cet état de satisfaction ? Comment faire pour qu'il soit stable et durable ? À travers le temps, ces questions ont fait l'objet de nombreuses réflexions chez les philosophes et très peu d'entre eux se sont mis d'accord sur une définition spécifique du bonheur. Immergeons-nous dans quelques-unes d'entre elles. Emmanuel Kant. Le concept de bonheur est un concept si indéterminé que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire ce que réellement il veut et il désire. Le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Pour Kant, la vie ne tend pas au bonheur, car le bonheur est la satisfaction complète de nos besoins et de nos désirs. Sauf que personne ne sait exactement ce qu'il veut, et donc personne ne sait véritablement comment l'atteindre. Le bonheur n'est alors rien d'autre qu'un idéal que l'on ne peut que rêver d'atteindre. Arthur Schopenhauer. La vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Pour Schopenhauer, le bonheur est impossible. Il faut alors tendre vers une vie comprenant le moins de souffrance possible, qui se trouve selon lui à l'intermédiaire de la souffrance des désirs non assouvis et de l'ennui que l'on ressent après les avoir apaisés. On souffre lorsqu'on désire une chose, mais une fois le désir satisfait, on tombe rapidement dans l'ennui et le pendule reprend. Friedrich Nietzsche. Qu'est-ce que le bonheur ? Le sentiment que la puissance croît, qu'une résistance est en voie d'être surmontée. Pour Nietzsche, la vie ne tend pas au bonheur, mais plutôt à l'expression de la force vitale dont est dotée la vie. Aimer la vie, être heureux, c'est l'aimer avec le malheur qu'elle contient et le traverser pleinement. Aristote. Le bonheur, avons-nous dit, est une certaine activité de l'âme conforme à la vertu. Pour Aristote, être heureux, c'est vivre par l'intelligence et selon l'intelligence, à travers une vie vertueuse et contemplative, mais aussi à travers nos actions guidées par notre raison. Épicure. L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien. Pour Épicure, le bonheur se trouve dans la satisfaction des désirs naturels et nécessaires uniquement. Si on essaye d'assouvir tous nos désirs les plus fous, on s'éloigne alors du bonheur. Toutes ces différentes figures majeures de la philosophie ont un avis sur le bonheur aussi différent les uns que les autres. Et il en existe bien plus encore. Mais jusqu'ici, ces réflexions philosophiques ont fait émerger 3 philosophies majeures du bonheur dont on peut s'inspirer. L'hédonisme. La recherche du plaisir est le but suprême de l'existence. L'hédonisme, c'est se livrer au plaisir et chercher un maximum de satisfaction. On a tous déjà assouvi un plaisir qui nous a mis dans un état d'extase sur le moment. Il y a une forme de simplicité dans cette philosophie, de vivre dans le moment présent et de ne se préoccuper que de maximiser son plaisir immédiat. Mais le souci, c'est qu'on projette son bien-être dans des choses extérieures à soi-même. Il suffit qu'on ne puisse pas atteindre l'objet de ses plaisirs pour devenir malheureux. On voit bien aussi les dérives que ça peut amener. Si l'on trouve du plaisir dans le fait de consommer de l'alcool et qu'on se livre totalement à son plaisir, les conséquences feront que ce plaisir ne sera que de courte durée. Il existe bien des personnes qui ont tout pour être heureux, qui ne le sont pas du tout, et au contraire, des personnes qui ont tout pour être malheureux, qui arrivent à atteindre un état de bonheur. C'est là qu'intervient l'épicurisme. La recherche du bonheur est le but suprême par la satisfaction des plaisirs mesurés et raisonnables. L'épicurisme est aussi axé sur les plaisirs, mais seulement ceux qui sont mesurés et raisonnables, c'est-à-dire les désirs indispensables à notre survie, comme boire et manger. C'est plutôt une absence de souffrance qui est recherchée ici, une tranquillité de l'âme que l'on appelle ataraxie. Le démonisme. La recherche du bonheur est le but suprême par l'intellect, la raison.
Le bonheur passe par l'intellect, par des qualités internes telles que la vertu et l'épanouissement qui n'est pas basé sur l'extérieur, mais sur soi-même. L'homme doit perfectionner sa raison et non ses possessions matérielles pour atteindre la vertu qui est la condition de notre bonheur. La vertu, on l'appelle aussi la sagesse. Les gens véritablement heureux ont en commun la sagesse. Il est semblable au stoïcisme sur plusieurs points, mais le stoïcisme va plus loin et prône que le bonheur réside uniquement dans notre manière de réagir à ce qui nous arrive et non dans les événements eux-mêmes. Comme on a pu le voir, il existe différentes visions du bonheur. Selon moi, il y a du bon à prendre dans chaque philosophie, à des degrés différents que seuls nous-mêmes sommes disposés à choisir. Parce que oui, d'un côté, le bonheur n'existe pas, car un état de satisfaction et de bien-être durable me semble difficile, voire impossible à atteindre. Mais je considère qu'on peut quand même s'en rapprocher. Le seul fait de prendre conscience et d'accepter ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est déjà un premier pas. Un repas gastronomique plutôt qu'une tranche de pain pour me nourrir est un désir qui tend à l'hédonisme, mais qui pourtant de temps à autre ne me paraît pas être dramatique. C'est même un vrai plaisir, alors même que la plupart du temps, je préfère m'inspirer de l'épicurisme et me contenter de la satisfaction des plaisirs mesurés et raisonnables, tout en prônant le démonisme et le stoïcisme, pour tendre vers une vie plus vertueuse et mesurée, pour ne pas faire dépendre mon bonheur d'éléments extérieurs à moi-même. Concrètement, tout ça en application, on le retrouve plus ou moins dans ce que dit la pyramide de Maslow, sur la théorie des motivations humaines, et qui hiérarchise nos besoins comme ceci. Besoins physiologiques, faim, soif, sommeil, élimination. Besoin de sécurité, environnement stable. Besoin d'appartenance, amour, affection des autres. Besoin d'estime, confiance et respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres. Besoin d'accomplissement de soi, se dépasser, se développer. Cette pyramide montre globalement la façon dont on va prioriser nos besoins et nos désirs. Bien qu'elle semble logique a priori, elle n'est pas une vérité absolue. Les besoins physiologiques et de sécurité sont forcément indispensables. Il faudrait qu'un minimum de ces besoins soit rempli pour ne pas mourir de faim, ne pas être en alerte constante et craignant pour sa vie. Mais le reste est très variable d'un individu à l'autre. Certains vont prioriser leurs relations amoureuses, tandis que d'autres vont faire passer leurs besoins d'accomplissement de soi avant tout. Aucun lien de causalité n'a jamais été prouvé entre les différents besoins, et Maslow lui-même n'a jamais cherché à les démontrer. Tous ces besoins peuvent être assouvis à des degrés différents selon chacun, avec un ordre qui peut différer. La pyramide de Maslow englobe clairement tous les besoins et les désirs qu'on pourrait avoir. Si la définition première du bonheur, qui est d'atteindre un état de bien-être, est largement admise, il n'y a en revanche pas de réponse bien définie sur ce qui nous permettrait d'atteindre cet état de satisfaction, étant donné que chaque individu aurait des priorités différentes. Mais alors, quelle est ma définition du bonheur ? Il en faut peu pour se rendre compte que l'atteinte d'un objectif tant désiré ne permet pas un bonheur durable, que pouvoir se livrer à l'abondance financière, être célébré par des millions d'individus ou encore être aimé par la personne la plus chère à nos yeux ne suffisent pas. Le bonheur, en tant qu'état de satisfaction et de bien-être durable, n'est qu'une illusion, selon moi. Ces états sont souhaitables et le plus possible, mais finissent toujours par se volatiliser. J'apprécie réellement piocher dans des points de vue aussi différents les uns que les autres. Mais si je devais résumer le bonheur en une phrase, ce serait selon moi un ensemble de moments de vie alignés à ses aspirations intérieures et en pleine conscience. Définir ses aspirations intérieures est ainsi primordial pour ne pas se laisser influencer par des aspirations matérialistes illusoires venues d'ailleurs. Et en même temps, atteindre un bien-être sans être aligné à ses aspirations, c'est ne pas être profondément heureux, car nos aspirations intérieures finissent toujours par reprendre le dessus. S'ajoute à ça une conscience qui doit être cultivée chaque jour pour ne pas se laisser happer par la frénésie du monde moderne. Ne pas être conscient, c'est se laisser porter par des influences étrangères qui pourraient bien nous éloigner de notre bonheur. Ne pas être conscient, c'est aussi voir défiler sa vie sans jamais ne l'avoir réellement savourée. De ce qui est du développement de sa conscience, il y a deux choses qui me semblent indispensables à cultiver. Le memento mori, ou l'acceptation de sa mort, et l'amor fati, ou l'amour de son destin. L'un nous ouvre les yeux sur la courte réalité de notre monde et nous ramène à nos aspirations véritables. L'autre nous montre que dans tous les cas, il faut l'aimer, car essentiellement, tout ceci est hors de notre portée. La vie est pleine de paradoxes, et celle-ci est l'une desquelles j'aime à me rappeler. Mais n'oublions pas tous les moments d'égarement de la vie, ceux qui réussissent à nous faire vibrer le temps d'un instant. Car s'ils nous donnent l'impression de nous détourner de notre bonheur, ils viennent s'ajouter à ceux des souvenirs légers, et finalement font partie de ceux qui sont heureux. Des philosophies du bonheur aux besoins de la pyramide de Maslow,
Définir son bonheur propre et en prendre conscience est une première étape aux actions qui suivront. La quête du bonheur peut sembler illusoire pour certains qui simplement l'ont substitué par d'autres représentations. Bonheur, sens, objectif, aspiration, s'ils viennent du plus profond de notre être, tous ne sont qu'un alignement de nos actions et de nos pensées avec notre volonté intime. Un concept aussi profond que le bonheur ne peut être un chemin sans obstacles. Mais ce chemin est pourtant bien celui vers lequel nous nous dirigeons tous. Et ces obstacles, obstruant le trajet, deviennent dès lors son chemin. Ainsi, il ne nous reste plus qu'à faire au mieux pour choisir le chemin qui nous est destiné.